On nous a appris à épargner pour les mauvais jours et les imprévus, mais aujourd'hui, l'inflation grignote de plus en plus nos économies, les responsabilités familiales pèsent et surtout les projets coûtent de plus en plus cher. Alors une question émerge. Et si notre argent, en fait, pouvait travailler pour nous? Dans cet épisode d'Open, on ouvre le débat. Est-ce qu'il faut épargner ou plutôt investir? Deux invités viendront sur le plateau défendre leur point de vue, chacun avec sa vision du risque, de la sécurité, de l'avenir. Et surtout, nous aurons une experte qui sera là pour nous aider à trancher. Le but, vous aider à faire un choix éclairé, adapté à votre vie, à vos moyens et surtout à vos priorités. Je suis Paola Odrendengue, bienvenue dans Open. Pour ce numéro 9 d'Open, on parle d'argent, parce que quand même, il fallait aborder ce sujet dans cette première saison, et on va le faire en très bonne compagnie. Mais avant de vous présenter nos invités, je vais présenter une jeune femme qui est à mes côtés, qui est chroniqueuse, mais surtout qui est magnifique aujourd'hui, c'est Méliane. Bonjour Méliane. Merci Paola, bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci, tu me sauces depuis tout à l'heure, merci. Ah non, mais tu es magnifique. Je ne te sauce pas, je dis la vérité. Je pense que ceux qui nous regardent seront d'accord. C'est parce que vous ne voyez pas la robe en entier, c'est pour ça. Mais sinon alors... tu vas nous parler d'argent, justement, puisque c'est le sujet, et surtout de chiffres. Effectivement. On est quand même, quand on a des épargnants, on a des investisseurs. Et on va voir c'est quoi un petit peu les tendances sur le continent africain. On va faire un petit jeu aussi pour voir le top 5 des pays les plus attractifs en matière d'investissement. D'accord, très bien. Bon, moi, j'ai ma petite idée déjà. Mais... on va voir si les invités seront d'accord avec moi. Et d'ailleurs, parlons d'invités, on va les présenter déjà. À côté de Méliane, on a quelqu'un qui, je pense, si vous parlez d'argent et notamment d'épargne sur la toile, notamment la toile ivoirienne, vous l'avez forcément croisé, lui ou son programme. Il s'agit de Stéphane Kouakou. Bonjour Stéphane. Bonjour Paola. Comment ça va? Très bien, très bien. Très content d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté surtout de venir. Tu es promoteur du défi épargne. Qu'est-ce que c'est que le défi épargne? Alors, le défi épargne est un programme d'aide à l'épargne et l'investissement. Le défi épargne aide les participants à faire mieux avec leur argent. Donc, c'est vraiment des conseils, de l'éducation pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui veulent aller beaucoup plus loin avec leur argent. Mais vraiment, comment on fait mieux avec ce qu'on a, avec la ressource qu'on a. D'accord, avec la ressource qu'on a. Très bien. Donc, j'aurais probablement quelques petites questions, mais on va en parler tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être des nôtres. De l'autre côté du plateau, on va recevoir quelqu'un qui, lui, est entrepreneur. A participé à quelques podcasts où il parlait d'investissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a invité. Il s'agit de Kadri ou Kader. Nous, on va t'appeler Kader. Kader Diallo, comment ça va? Très bien. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Alors Kader, on te connaît comme cofondateur d'Anka. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est qu'Anka? En fait, chez Anka, notre mission est de permettre aux entrepreneurs africains d'exporter leurs produits à l'international. Et on leur permet de le faire par l'e-commerce, les expéditions et nos solutions de paiement. D'accord, très bien. Et en dehors de ça, donc ça c'est ce que tu fais, est-ce qu'on peut considérer que tu es un tout petit peu un investisseur? Investisseur épargnant. Plus épargnant qu'investisseur. Voilà, d'accord, très bien. Donc ça va être intéressant. Ouais. On va avoir des échanges, à mon avis, très fructueux. Et justement, pour, on va dire, un peu alimenter ces échanges et apporter un petit regard d'expert, parce qu'il nous en faut toujours un ou une, c'est une femme cette fois-ci, on a le plaisir d'avoir Madame Colombe Yao Djirebo. Bonjour Colombe. Bonjour Paola. Comment ça va? Très bien. Alors, Colombe, merci d'être parmi nous. Tu es la cofondatrice de SmartFin. Qu'est-ce que c'est que SmartFin? SmartFin, en fait, c'est une fintech qui aide les salariés à lutter contre la précarité financière. Et cela va passer par une application qu'on a, SmartFin App, et des conseils financiers personnalisés. D'accord, très bien, parce que justement, tu es aussi conseillère en finances personnelles. Donc, je sais qu'on va avoir probablement beaucoup de questions aussi pour toi, de manière très concrète et très pratique pour les personnes qui nous regardent. Donc voilà, vous avez un peu l'ensemble des participants à cette conversation que j'espère riche. Et je vais déjà commencer par une question qui est posée vraiment à tous et toutes sur le plateau. Je vais peut-être commencer par Stéphane, du coup. Qu'est-ce que c'est que ton rapport à l'argent? Si tu devais un peu dire, on remonte un tout petit peu, ça a été quoi ton rapport à l'argent? Peut-être l'éducation que tu as reçue, parce que tu parlais d'éducation financière, ça commence souvent à la maison. Qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement sur l'argent au départ? Tu connais Obélix? Oui. Je suis tombé dans la marne. Dedans. Donc je suis... alors j'ai grandi dans un environnement qui est assez cadré. Ma mère
Elle est aussi tombée dans la marmite, je pense. Elle gérait vraiment ses ressources. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt, la valeur du petit franc. Donc, elle répétait souvent 5 francs, c'est l'argent. Donc, c'est quelque chose que j'ai intégré. Et du coup, très tôt, j'ai appris la valeur des petits montants. Donc, mon rapport à l'argent, c'est vraiment que tous les petits montants comptent. D'accord. Et donc, comme tous les petits montants comptent, on peut les mettre de côté. Quand ils s'accumulent, on peut réaliser une chose avec et tout. Donc, l'argent, ça sert à réaliser des choses, à se faire plaisir. Voilà, c'est ce à quoi ça sert. Donc vraiment quand même une culture à la fois de savoir économiser et de planifier en fait finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est même plus de la planification que savoir économiser. Une des phrases que mes parents répètent souvent, c'est « tu peux avoir tout, tu peux obtenir tout ce que tu veux si tu t'y prends suffisamment tôt ». Voilà, donc si tu t'organises et que tu planifies, tu peux avoir toutes les expériences que tu veux ou acquérir tout ce que tu veux. Peu importe tes ressources. Ça aide d'avoir des ressources, mais quand tu n'en as pas, quand tu n'as pas de ressources, tu as du temps. Et l'accumulation de ressources dans le temps te permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, très très bien. Méliane, rapport à l'argent? Écoute, que dire? Qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement? Alors, sur l'argent? je pense que, contrairement à Stéphane, j'ai pas baigné dans une famille où on m'apprend tôt à gérer l'argent. D'accord. Moi, mes parents, on me donne de l'argent. Quand j'en ai besoin, j'en recevais. Donc, j'ai jamais reçu la nécessité même d'apprendre à, OK, tu gères le peu que tu reçois, tu vois. Donc, j'ai dû apprendre en grandissant, par moi-même, sur le tas, en me disant, OK, d'accord, maintenant, on m'envoie plus chaque mois. Maintenant, je gagne. Donc, je comprends que, OK, d'accord, je peux plus gaspiller, il faut que je gère. Et donc, tu apprends toute seule un petit peu à gérer. Et je continue à apprendre, faut dire, parce que je continue à apprendre et je continue à apprendre à épargner. Il faut dire que j'ai eu du mal d'ailleurs à épargner parce qu'au départ c'était one life. Voilà. YOLO. Et tout doucement j'ai commencé à me dire ok d'accord, faut peut-être qu'on planifie un petit peu pour l'épargne. La vie adulte, c'est ça. Exactement. Très bien, très bien. Kader. Bon, moi mon rapport à l'argent a été évolutif. Ouais. Je me positionne là aujourd'hui comme épargnant, mais ça date que de 3 ans. Au moins c'est honnête. Voilà, j'étais plus de son camp. Voilà. Tu étais quoi, dépensier? Plutôt dépensier, pas exagéré, mais on va dire, comme j'ai grandi avec une femme commerçante, ma mère était commerçante, donc quand il y avait l'argent, j'avais des cadeaux, quand il y en avait moins... Mais elle t'a rien transmis justement, comme elle était commerçante éventuellement? Non, ma mère m'a surtout transmis la valeur du travail. Par exemple, très tôt, dès le lycée, j'ai appris à générer mon argent de poche, je faisais déjà des petits boulots. Comme j'étais à Paris, à 17 ans, je nettoyais déjà les cages d'escalier dans les immeubles. Donc mon rapport avec l'argent était toujours lié à ce que je voulais, ce que je désirais. Bon, voilà, c'était l'époque, c'est les années 2000, on regardait encore MCM, on regardait un clip de Rap US, on voyait des sapes. On allait travailler, voilà, du coup j'allais travailler pour pouvoir m'offrir. Donc ça a toujours été, l'argent ça a toujours été un moyen et ma motivation pour avoir de l'argent était toujours liée à un objet. Et ce n'est que lorsque j'ai rencontré ma femme, qui est, je pense, c'est plus la sœur de Stéphane. Épargnante en chef. Ouais, épargnante en chef, clairement que... d'ailleurs, il y a eu un gros clash, quoi, parce que je suis un très bon dépensier à la base. Je pense que je l'ai... je pense qu'il y a un ADN pour ça. Je dépense très, très bien. Et elle épargne très, très bien. Exactement. Et c'est lorsque, en s'engageant, en fait, que elle m'a convaincu. Elle a eu des arguments très pertinent pour me mettre dans le jeu de l'épargne. Et c'est vrai que depuis 3 ans en épargne, on a réussi à se constituer un bon capital. Et là, je vois vraiment les vertus. Donc maintenant, je suis un apôtre de l'épargne, mais avec l'enthousiasme du nouveau converti. Voilà, très bien. Du nouveau converti, voilà. Très bien, donc on dit merci madame. Exactement. Alors, Colombe, même question. Moi, je dirais plus qu'on m'a appris la discipline. On m'a appris à dépenser uniquement ce que j'avais, surtout en dessous de ce que j'avais.
en dessous. Oui, d'accord. Parce que le problème, c'est que quand on est au lycée, par exemple, on n'a pas souvent le même montant que certains amis qui ont peut-être des parents qui reçoivent beaucoup plus. Tout à fait. Et quand on est jeune, on veut souvent copier les autres. On se dit, mais je veux pouvoir acheter les mêmes choses, manger dans le même restaurant. En même temps, tu n'as pas les mêmes montants. Donc là, systématiquement, on te dit, non, tu as reçu 1000 francs, mange les 1000 francs. Et puis surtout, quand tu veux acheter des choses, garde un peu. Et donc ne dépense pas les 1000 francs. Ne dépense pas les 1000 francs. Tu as combien? Quand je veux acheter des choses, c'est tu as combien? Et puis je te complète. Donc forcément, tu te dis, mais il faut que j'en garde un peu, ou quand je veux me faire plaisir, vu que je sais qu'elle ne va pas me donner de l'argent, il faut que je mette de l'argent de côté. Pour pouvoir. Donc moi, je dirais c'est plus la discipline en fait. D'accord, la discipline. Alors, très bien, merci. Et du coup, ce qui ressort quand même de vos différentes prises de parole, c'est que la première chose sur l'épargne, avant même de parler d'investissement, c'est vraiment la discipline en fait. C'est et d'autre part, avoir un objectif, même s'il n'est pas extrêmement clair ou précis, comme dans le cas de Kader, quand même savoir qu'à terme, il faut qu'on réalise quelque chose. Et du coup, ce sera ma question suivante, et on va le faire dans l'autre sens. Je vais rester sur Colombe. Premier salaire, qu'est-ce que tu en as fait? Premier salaire, généralement, on donne un peu aux parents, on achète des premiers meubles. Moi, mon premier salaire, j'étais en France, donc je pense que je lui ai donné un peu. Et puis après, le reste, j'ai dû meubler mon appartement, faire des choses... C'était en même temps le premier salaire, c'était le premier appartement aussi? Non, j'étais en France en fait pour mes études. D'accord. Donc très vite, j'ai commencé à faire des petits boulots pour justement soulager ma mère. D'accord. Pour ne pas qu'elle m'envoie... Elle payait, je vais dire, mon loyer. Et moi, je lui ai dit, laisse, tu payes mon loyer. Et puis tout ce qui est en lien avec mon plaisir, c'est les vêtements et autres, je le faisais moi-même. D'accord. Donc, on va dire, le premier salaire que j'ai reçu, je lui ai donné une petite partie. Et puis, le reste, il fallait que j'achète des meubles pour mon appartement ou mes tenues ou mon... D'accord. Voilà. Ok, très bien. Kader, premier salaire? Je me suis acheté un costume et une montre. C'est mon gars. Tout de suite, je me suis acheté un beau costume, une montre. Ouais, voilà. Une montre aussi? Ouais, une montre, oui. Oh, voilà. La montre venait surtout même de mes épargnes parce que j'étais en alternance. En fait, j'étais en alternance. Je peux te demander si c'était une montre de luxe? Une Seiko. Seiko, d'accord. Correct. D'accord. Jamais été gros. Je suis pas un flambeur. Mais un peu quand même. Oui, à cette échelle, c'était de la flamme, mais voilà, je suis pas une personne, je veux pas me mettre en danger, en difficulté, je veux pas m'acheter une Rolex, quoi. Donc, mais voilà, je suis allé directement à la Défense, m'acheter un costume, montre, et puis là, c'était parti tous les mois. Heureusement que madame est arrivée au Très bien, Stéphane, premier salaire. Alors, mon premier salaire, c'est plutôt mes 3 premiers salaires. J'ai acheté un salon à mes parents. Donc tu as économisé les 3 premiers salaires. Les trois premiers salaires, en fait. Et au bout, les 3 premiers salaires, ce que j'ai économisé des 3 premiers salaires, j'ai acheté un salon à mes parents. Ouais, parce que en fait, j'étais nourri, blanchi chez eux et ils n'attendaient rien de moi, ils me demandaient pas. Pourquoi le salon du coup? Parce que ça me faisait plaisir. Il commençait à vieillir le salon et je savais que en fait, si je lui disais, il n'allait pas m'autoriser à l'acheter. Donc en fait, j'étais en balade avec eux et ils avaient vu un salon qui leur plaisait et tout, donc c'était une balade. Et puis après, je l'ai acheté et je l'ai ramené à la maison. Donc c'était vraiment les 3 premiers salaires, donc c'est pas le premier. Ouais. Ce qui s'est passé en fait de mon premier salaire en réalité, c'est que j'ai été en stage 6 mois avant et ma mère m'a obligé à vivre avec 50 000. Oh. Donc quand j'ai été embauché, j'ai eu mon premier salaire. En fait, je suis passé de je vis à 50 000 à je vis avec 90 000. Et tout le reste, en fait, était passé en épargne. Wow. D'accord. En réalité. Dès le premier salaire. Ok. Voilà. Il sait de quoi il parle. Dès le premier salaire. Donc du coup, c'est ce que j'ai accumulé pendant les 3 mois qui a permis d'acheter le salaire. D'accord. Super. On comprend le défi de l'épargne. Il incarne complètement le défi de l'épargne. Méliane, ton premier salaire? Alors, je me souviens que ma mère m'avait dit, je vivais chez ma tante. Elle m'a dit, ton premier salaire, il faut que tu le donnes à ta tante pour lui dire merci un petit peu, machin. Et donc, oui, je me souviens que je lui ai donné
Elle a refusé de prendre, elle a dit non, vas-y, fais-toi plaisir. Et donc oui, je me suis littéralement fait plaisir. Elle n'avait pas dû dire ça 2 fois. Je suis sortie avec ma petite sœur, on est allé manger. Je me suis littéralement fait plaisir. Je pourrais même pas te dire. Où est-ce que l'argent est parti? Clairement. D'accord, très très bien. Je voulais qu'on pose un peu ça parce que je pense que ce que chacun ou chacune a vécu et à mon avis résonne avec les premières expériences en tout cas de beaucoup de personnes. Mais maintenant, la question c'est de savoir à quel moment on se dit déjà, qu'est-ce que je fais de mon épargne? Est-ce qu'on la laisse juste continuer à, on va dire, à grandir, ou est-ce qu'on commence déjà une espèce de réflexion sur, OK, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est acheter un terrain? Parce que c'est généralement la première chose qu'on entend. Il faut acheter un terrain. Absolument, moi, c'est ma mère, c'était le premier truc. Il faut acheter un terrain. Ou est-ce que on se dit, bon, bah, finalement, l'argent que j'ai à côté, est-ce que c'est pas mieux qu'on le je cherche à le fructifier. Qui voudrait peut-être raconter un peu comment la réflexion s'est faite là-dessus? Stéphane? Alors, la réflexion n'a pas été immédiate. Pour moi, je ne me suis pas assis avec le premier salaire. Je me suis dit, alors, l'objectif, c'est de devenir riche. Non. Je pars de certaines règles de base. La première règle, c'est ne vis pas au-dessus de tes moyens. Très bien. Donc, c'est vraiment ça. Je dis, c'est la base, c'est le socle sur lequel je suis posé. Donc, je ne vis pas au-dessus de mes moyens, en premier lieu. Et le second élément, c'est de se dire, est-ce que tu en as vraiment besoin? Voilà. Donc, pour chaque acte d'achat, se poser la question... Pour chaque acte d'achat, non. Pour ceux qui te demandent de réfléchir sur le montant, oui. Des fois, tu as envie d'une chose, mais le coût de cette chose te demande un peu de réflexion. Donc, tu veux, mais tu te demandes, est-ce que j'en ai vraiment envie? Si tu te poses la question, pour chaque acte d'achat, vraiment, tu as un petit problème technique. Ah, il y a des gens qui sont non, radin à ce point, c'est chaud. Genre, tu as acheté un biscuit, est-ce que j'en ai vraiment ça existe. c'est pas le sujet. Donc, il y a ce que tu veux, ce que tu recherches. Donc, moi, vraiment, dans les premières années, autant j'ai la discipline d'épargne, donc les 3 premiers mois, j'achète un salon à mes parents. Les 9 mois qui suivent, je vais en vacances. Donc, je prends toute mon épargne, je paye un billet, je vais aux États-Unis, je vis une petite vie de... La vie de voilà, je me promène aux États-Unis, je vais voir Justin Timberlake en concert. Enfin, je m'éclate. Je reviens, je suis broke comme tout. Voilà. D'accord, j'avais pas... OK, c'est intéressant. Je pensais en fait que tu... économiser pour quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Oui, au début, non. Au début, j'économisais parce que c'est tout ce que j'ai déjà connu, c'est je flambe pas. Voilà, donc je vis avec ce qu'il faut et j'aime voyager. Donc j'économise en général, en réalité, pour les choses que j'aime pour mes... Donc j'aime voyager, donc je prends et boum, je vais en voyage. Je fais ça une année, l'année qui suit, je refais. Et au bout de 3 ans comme ça, ma maman m'appelle. Assieds-toi ici. Parce que tu as l'argent, tu fais tout ça. Il y a un petit truc là-bas, va voir, il y a une opération immobilière, va regarder et tout. Donc c'est à partir de ce moment que je commence vraiment à restructurer l'ensemble de... Comment tu gères? Voilà, l'ensemble... Tu avais quel âge, je peux demander à ce moment-là? 24 ans. Ah ouais. Ouais. J'ai commencé à travailler 20 ans, 21 ans. D'accord, voilà. OK. 24 ans, donc 24 ans. Et donc là, je résiste un peu et je me mets vraiment à l'exercice à mes 25 ans. D'accord, voilà. Très bien, 25 ans, très bien. Donc, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Stéphane et peut-être poser la question à tous les deux, mais d'abord à Colombe. Ce point de dire je dépense en dessous et je me pose la question, en tout cas pour des dépenses importantes, de est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est quand même très compliqué parce qu'ils sont bombardés de choses à acheter. Voilà, et puis en plus avec les réseaux sociaux, etc. Ça demande quand même une certaine force mentale, non? Oui, énormément. Est-ce que tu as ce genre de problème au niveau des gens qui utilisent Smartfin, qui savent pas finalement comment se canaliser et mieux épargner sans être tenté par le nouvel établissement qui vient d'ouvrir, la marque qui vend tel produit. Voilà, qu'est-ce qu'on se dit, comment on se contient en fait?
Pour moi, c'est pas uniquement des personnes qui utilisent SmartFinance, mais c'est beaucoup de jeunes et même d'adultes ou de personnes même qui sont à l'âge de partir à la retraite, en fait. Parce que, tout simplement, il n'y a pas d'objectif. Il y a beaucoup de personnes à qui on va demander aujourd'hui. Ils ne sont pas fixés d'objectifs. Ils ne sont pas fixés d'objectifs. Pourquoi ils doivent garder l'argent? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu dois garder l'argent, tu ne pourras pas garder. Le jour où tu auras le déclic en te disant, moi, je ne veux pas, par exemple, manquer d'argent, je veux avoir un mois de charge ou je veux voyager, peu importe ce que vous voulez. Une fois qu'on réfléchit à l'objectif, systématiquement, on sait pourquoi on va dire le vendredi soir aux amis qu'on ne veut pas sortir. On sait pourquoi, on va avoir une belle robe, on va se dire non, cette fois-ci là, je fais mes yeux puis je cours en fait. C'est ça, c'est l'absence d'objectif qui fait que derrière, on n'arrive pas à se priver, à faire la différence entre nos besoins réels et nos envies. Parce que tous les envies, on ne peut pas forcément les satisfaire. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que Colombe dit, c'est que je pense que c'est très vrai. Je me souviens, moi, j'étais très... je dépense parce que je me disais, mais pourquoi je garde en fait? L'argent, ça vient, je suis censée l'utiliser, pourquoi je garde? Et je me souviens, j'avais une copine, elle était très épargne. Et on était encore étudiante, mais dans l'argent que les parents envoyaient, elle épargnait. Je me disais, mais tes parents vont t'envoyer encore le mois prochain. Je ne sais pas pour faire quoi en fait. Donc moi j'étais en mode, mais Et après je me suis dit, bon, ok, pourquoi est-ce qu'il faut épargner? Et à force de me dire, ok, j'ai commencé à consommer aussi plus de contenu sur l'éducation financière et me dire, ok, d'accord, si tout de suite je perds mon travail, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, d'accord, je commence peut-être à mettre de côté pour une certaine sécurité. Mais j'avoue qu'avant, je ne pensais pas ça. Je me disais, mais pourquoi je devrais épargner? L'argent, c'est fait pour dépenser, donc je dépense en fait. Donc, ouais, je pense que c'est réel ce qu'elle dit. Et justement, je vais me tourner vers un des dépensiers du plateau. Voilà. En demandant le switch pour toi, justement, tu nous as parlé de ta femme. Mais est-ce que déjà, toi, à un moment donné, tu commençais quand même à te dire, bon, là, il faut commencer quand même à mettre un peu à côté? Il faut savoir que dès le début, je voulais investir. J'avais déjà une bonne éducation financière, théorique. Théorique. Voilà, théorique, parce que sur le compte, ça ne se voyait pas. Même avant d'avoir mon premier vrai emploi, je lisais déjà des livres, je regardais, j'étais déjà en mode, bon, dès que j'ai de l'argent, je vais épargner, investir, et à 35 ans, ce sera bon. Mais la réalité, c'est que à cette époque, je suis passé en fait d'un échelon social. J'ai fait un gap social, clairement. Je suis passé de petit étudiant qui vit dans sa banlieue, dans la cité, à cadre qui va à la Défense. Et je pense que oui, là, ça a été très très dur de gérer. Déjà même les fréquentations, commencer à aller au restaurant. Bah oui. Par exemple, moi, le restaurant japonais, c'est que quand j'ai eu mon premier emploi que je suis allé pour la première fois manger des sushis. Ouais, j'ai mangé des sushis. Donc en fait, j'ai basculé socialement. Et pendant 2 ans, c'était juste profiter, quoi. Je pouvais enfin m'acheter tout ce que je voulais. Et c'est à partir de 2 ans que je me suis dit, bon, avec toutes les connaissances que j'ai, il fallait quand même que je fasse un effort. J'ai réussi à acheter un appart, à prendre un crédit à Paris. Et ça, pendant cette période, du coup, je m'étais énormément discipliné. Voilà. Et donc du coup, ça rejoint un peu ce qu'elle disait, c'est que là, tu t'étais fixé un objectif. Ce qu'elle a dit, c'est vraiment ça. D'accord. Et le problème que j'avais à l'époque, c'était que du coup, quand j'avais un objectif, du coup, je vivais comme un ermite. Et une fois que dès que j'ai eu l'apport pour acheter l'appartement, j'ai pris le crédit, c'était bon. Et après, ça repartait, ou ça partait en vacances. YOLO. Mais donc c'est qu'en gros, tu te disciplines tant que tu n'es pas arrivé à l'objectif. Une fois que tu l'as atteint, après, tu recommences à dépenser. Voilà. Mais cette notion d'épargner petit à petit, d'investir un peu, j'ai jamais eu ça. Et c'est quand j'ai rencontré ma femme, qui, elle, était en alternance déjà, avait déjà beaucoup plus d'argent que moi, alors que je travaillais depuis longtemps, j'ai été confronté. Elle vient du monde de la banque. Donc, entrepreneur banquier, déjà, c'était le choc des titans, un peu, dans la mentalité. Exactement. Et l'autre problème, d'ailleurs, les entrepreneurs, je pense, ont beaucoup de mal à gérer leur argent pour ça. Parce que comme nous sommes dans un environnement très stressant. Très incertain aussi. Très incertain, très stressant. Mais le moment où aussi on a de l'argent, on veut aussi se faire plaisir, décompresser. Donc on est constamment dans ce yo-yo avec l'argent. Et c'est vraiment quand j'ai eu quelqu'un de stable qui m'a expliqué que non, qui m'a appris à diminuer mes attentes.
Et après, bon, au final, ça a été clairement un ultimatum, quoi. C'est-à-dire, non, les trucs où à un moment, on vit bien, puis après, on peut pas payer le loyer. Excuse-moi, je t'aime bien, mais avec moi, c'est, voilà. Très, très bien. Alors, on va justement continuer sur cette discussion en regardant un peu tout ce qu'on nous a posé comme question au niveau des témoignages. C'est parti. Alors, on va avoir 2 ou 3 messages à lire. Je prendrai vos avis sur le plateau. On a le premier qui nous a été envoyé depuis Dakar. Donc, on fait un coucou à nos spectateurs sénégalais. Alors, le message dit ceci. J'ai travaillé pendant 12 ans comme chargé de clientèle dans une grande banque ici à Dakar. J'ai toujours conseillé les clients sur l'épargne, la sécurité, les produits garantis. Moi-même, j'ai suivi cette ligne. Chaque mois, je mettais un peu de côté sur mon compte épargne. Mais aujourd'hui, quand je regarde mes finances, je me rends compte que je n'ai presque rien construit. Pas de maison, pas d'entreprise, pas d'investissement concret. Pendant ce temps, des jeunes autour de moi ont lancé des business, acheté des terrains, investi dans des cryptos. Certains ont échoué, oui, mais d'autres ont fait des pas de géant. Moi, j'ai eu peur de perdre, peur de prendre des risques. Et maintenant, je me demande, est-ce que ma prudence m'a protégée ou est-ce qu'elle m'a freinée? Est-ce que j'ai raté le coche de l'indépendance financière? Qui voudrait lui répondre à notre spectatrice sénégalaise? Je vais répondre. Pour moi, le problème n'est pas le fait d'avoir été trop prudent. C'est le fait d'avoir manqué d'objectifs. C'est-à-dire que durant toute sa carrière, il s'est dit j'épargne. Mais tu épargnes pourquoi au final, en fait? Ils sont nombreux à faire ça. À juste mettre de l'argent de côté, mais ils ne savent pas. Mais est-ce que ça change grand-chose? Ça change, en fait. Parce que quand tu te dis que tu es en train d'épargner sur un produit quelconque pour acheter ta maison, tu as une dynamique et tu as une stratégie qui te permet, dans 5 ans, d'acheter ta maison. D'accord. Tu sais que tu es en train de partir. OK. Mais si pas quelqu'un qui se dit j'ai un salaire récurrent, je décide de mettre, allez, je sais pas quelle est la moyenne en général, on dit entre 15 et je sais pas 20%. Même ça, bon, on va en parler après peut-être. Oui, non, tu n'y crois pas trop. Donc tu penses que ça revient pas au même entre guillemets quelque part? En fait, là par exemple, tu parles de pourcentage, c'est-à-dire que je travaille, je mets 15% de côté. Mais il y a des personnes qui peuvent épargner 50% de leur salaire. Tu vas sur une stratégie qui n'est pas adaptée à ton profil pour pouvoir bien investir. Supposons que tu te dis, tu veux construire ta maison dans 5 ans, ou tu veux acheter un terrain, ou tu veux faire voyager ta famille. Et tu es en train de mettre de côté 15% de ton salaire. En même temps, si tu te prives bien, tu pourras peut-être mettre même 60% de ton salaire pour pouvoir réaliser ton projet dans 5 ans. Donc, si tu n'as pas déterminé ce que tu veux faire de ton argent, tu auras l'impression qu'à côté, d'autres jeunes investissent beaucoup plus parce qu'eux, ils savent pourquoi ils sont en train de gérer. Donc, pour répondre un peu à ce message, pour que l'épargne soit en fait plus efficace, il faut vraiment commencer par l'objectif d'abord. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. D'accord, très bien. Et du coup, quand elle dit, est-ce que j'ai raté le coche de l'indépendance financière? Kader, moi j'aimerais bien la rassurer quand même, parce que faut savoir qu'on est dans un temps où il y a quasiment plus de prédictabilité. On est dans l'incertitude. Personne ne peut dire dans 5 ans si son métier sera obsolète ou pas. Donc peut-être pour l'aider, pour la rassurer, déjà ce serait bien qu'elle voie son épargne comme avoir plus de choix, plus d'options. Le fait qu'elle ait maintenant, du coup, j'imagine un montant conséquent d'épargne, ça lui laisse le temps déjà de réfléchir pour bien investir. Elle peut tirer des leçons des échecs des autres et aussi se poser en cas d'incertitude. Je pense qu'elle est bien en position pour bien répartir son épargne. Donc je dirais, regarde ton épargne maintenant comme des options. Ça te laisse le temps maintenant de mieux réfléchir. C'est un filet de sécurité aussi, voilà, quelque exactement. part. D'accord, très bien. On espère qu'elle aura entendu ces quelques conseils. On la remercie pour le message. On va passer au message suivant. Alors, c'est le témoignage numéro 2. Donc, il y a 2 ans, j'ai quitté mon job de comptable pour me lancer dans l'agro. J'ai investi toutes mes économies, je pense que le message vous vient de Côte d'Ivoire, dans un petit élevage de poulets à Anyama. J'étais motivée, j'avais bien étudié le projet, mais 1 mois après le lancement, une épidémie de Newcastle a décimé tout mon cheptel. Alors, pour ceux qui nous regardent, Newcastle, en gros, c'est une maladie aviaire qui décime assez souvent des troupeaux entiers de poulets ou autres. Et donc, aucun soutien, aucun remboursement. J'ai tout perdu. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé investir. Je dépose juste un peu d'argent sur mon mobile money. Je gère au jour le jour. C'est comme si ce traumatisme avait figé mon ambition. Pourtant, autour de moi, je vois des gens qui avancent, qui osent, qui recommencent. Moi, je suis restée sur le quai. Parfois, je me demande, est-ce que c'est la prudence ou c'est la peur qui me retient? Et surtout, comment on rebondit après? Comment on rebondit après? Stéphane. Le témoignage, déjà, Yako. On va commencer par là. On est vraiment désolé. Vraiment, Yako. Ce témoignage est paradoxalement assez proche du premier. Oui. Il se construit sur
la même peur de perdre, en fait. Et ça revient au rapport que chacun a au risque, en fait. Au risque et le rapport avec, à l'argent. À l'argent. Parce que tu te dis que quand tu perds tout ton argent, ben, c'est fini, tu as tout perdu. Donc, dans les nombreuses théories qu'on a avec l'épargne et l'investissement, on va te demander de construire une épargne de sécurité justement pour éviter de perdre tout ton argent, de mettre tout ton argent en investissement et une fois qu'il est perdu, ta propre sécurité est remise en cause, en fait. Donc, du coup, premier conseil peut-être pour d'autres personnes, c'est même si vous voulez investir, première chose d'abord, on n'investit pas l'argent de sa sécurité. Très bien. On n'investit pas l'argent de sa sécurité. La sécurité, c'est la sécurité. La sécurité, c'est comme Kadri l'a dit tout à l'heure, hein, il a dit dans 5 ans, on ne saura pas. Il faut que tu aies une sécurité qui fait que si tu perds ton emploi ou ta source de revenus régulière, tu es, vas-y, 3 mois, 6 mois, 12 mois, j'en sais rien. Ça dépend de chacun et de ton rapport au risque, justement. Derrière toi, pour te dire, OK, j'ai le temps de me remettre pendant cette période. Justement, Stéphane, je veux revenir rapidement sur ce que tu viens de dire. Tu as dit 3 mois, 6 mois, là, c'est la période. Mais c'est vrai que comment on calcule, peut-être pour des gens qui ne savent pas, sur quoi je me base pour savoir, comment je mesure mon épargne? Est-ce que c'est mon salaire? C'est-à-dire, est-ce que il faut que j'ai 3 mois, 6 mois, 1 an de salaire? Est-ce que c'est plutôt les charges? Comment on épargne? C'est plus proche des charges que du salaire. Donc ça demande que tu saches exactement quelles sont tes charges à tout peu le mois. près ce que ça te coûte de rester en vie toi-même. Donc ce que ça te coûte de rester en vie. Voilà. Mon loyer, mon alimentation, le transport. La famille et tout. Donc tu as un montant. Ce montant, tu dois pouvoir l'observer, le réviser au besoin. Mais tu dois connaître ce montant. Quand tu dis l'observer, le réviser. Alors, c'est pour ça que je dis ce que ça te coûte de vivre. Si tu es célibataire, ça te coûte de vivre toi seul. Si tu es marié avec un enfant, ça te coûte de vivre avec ta famille. Voilà, donc c'est ce montant que tu as comme célibataire quand tu faisais tes 6 mois. Au moment où tu as une famille, en fait, peut-être que ça devient 2 mois. C'est clair. Voilà, donc il faut que tu l'ajustes, mais que tu aies ce montant. Donc, tu construis ta sécurité, c'est la première chose. D'accord. Une fois que tu as construit ta sécurité, va perdre de l'argent. Je le dis comme ça, mais celui qui ne risque pas ne gagne pas. Donc, l'investissement va venir maintenant sur ce qui est au-dessus de la sécurité. Et il faut considérer que oui, ça peut marcher, mais oui, ça peut ne pas marcher. Et une fois que c'est perdu, pleure. 2 mois, 3 mois, pleure. Tu as perdu quelque chose, du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais réessaie. Tu lui recommanderais de réessayer? Ah oui, je recommande de réessayer tant que ta sécurité n'est pas atteinte. Donc, reconstruis ta sécurité. Et si il y a un projet qui te plaît, il y a quelque chose qui te prend aux tripes et que tu as retravaillé, quand tu vas réessayer, en fait, il y a des erreurs que tu as commises que tu ne vas plus commettre. Et donc, il y a de fortes chances que ça se passe mieux. D'accord, je vais rajouter quelque chose. Oui, rapidement. Par rapport à tout ce que Stéphane a dit est très bien. Maintenant, par rapport à la partie où il faut réessayer, j'ai envie juste de dire à la personne d'abord de regarder son profil investisseur. C'est quoi le profil investisseur? Quand je parle de profil investisseur, est-ce que tu es une personne qui aime perdre ton argent ou pas? Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est ça, on parle d'aversion au risque. Il y a des gens qui n'aiment pas perdre leur argent. Qui sont allergiques à ça, mais qui veulent être entrepreneurs. Donc, c'est 2 choses qui ne vont pas ensemble. Donc, à ce moment-là, il faut réellement... Soit tu te dis, je n'aime pas perdre mon argent. Et dans ce cas, tu n'es pas entrepreneur. Oui, c'est ce que j'allais dire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On est plus un épargnant classique. Tu es plus un épargnant classique. Tu vas partir sur des produits d'investissement qui ne seront pas hyper risqués, mais tu ne pourras pas mettre ton argent dans des investissements. Tu ne pourras pas devenir entrepreneur parce qu'il n'y a pas de risque zéro à ce niveau-là. Autant la rentabilité est plus intéressante, mais le risque est plus grand. Le risque est plus grand. À ce niveau, on va dire aussi qu'il y a une corrélation. Il y a un lien entre le niveau d'argent qu'on gagne et puis le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, en fait. Je peux juste nuancer un peu cette partie. Ce que moi, je recommanderais au monsieur, c'est en effet... Bon, je recommanderais toujours de réessayer. D'accord. Parce que
lorsqu'on a échoué une fois et qu'on retente, normalement, les chances de réussite avec l'apprentissage s'améliorent. Par contre, il y a une réalité, c'est que en tant qu'entrepreneur, maintenant, en tout cas, l'une de mes plus grandes leçons, c'est que le fonds de sécurité doit être plus long. C'est-à-dire là où en général le fonds d'urgence, on recommande 3 mois, 6 mois le fonds d'urgence. Oui. Voilà. La réalité, c'est que lorsqu'on entreprend, ça prend pas 3 à 6 mois pour devenir indépendant. Donc c'est en tant qu'entrepreneur que je recommanderais, c'est vraiment d'avoir le plus de sécurité possible pour se permettre de prendre du risque. D'accord. Voilà, c'est de se mettre en position parce qu'on sait que pendant un certain temps, on va vivre, ou si ça marche pas, on peut rebondir, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Totalement. Ça va motiver à prendre plus de risques, mais il faut surtout pas se mettre dans la situation où on a tout mis, et dès le premier mois, on attend les poulets, et il se passe quelque chose, ça tout saute un peu, et c'est catastrophique même pour prendre des décisions. D'accord, très très bien, très juste. Bon bah voilà, je pense qu'il a eu suffisamment de messages. Encore une fois, on l'encourage si jamais il retente l'expérience. On va lire le 3e et dernier message qui nous vient de Montréal. Alors, quand j'ai quitté Douala il y a 12 ans, je n'avais que $2000 en poche et 2 valises. Je pensais trouver rapidement un emploi, mais la réalité m'a giflé. Bon, aucune expérience, entre guillemets, locale, un accent jugé trop fort et des portes qui se fermaient. J'ai enchaîné des petits boulots, j'ai dormi sur le canapé d'une cousine pendant des mois. Le pire, les banques qui me riaient au nez quand je parlais de crédit immobilier. Vous êtes une nouvelle immigrée, madame. Mais j'ai persisté, j'ai étudié le marché, j'ai pris un premier prêt à un taux ridicule. J'ai loué une chambre pour payer mes mensualités. Aujourd'hui, j'ai 3 appartements qui me rapportent gros chaque mois, mais je n'oublie pas les nuits blanches, les dettes que j'ai dû contracter pour y arriver et les refus de prêts parce que j'étais nouvelle immigrée. Investir, c'est un saut dans le vide, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais rester immobile, c'est accepter de ne jamais voler. Alors, ça c'est... Alors déjà, bravo à vous, madame. Et ce qui m'intéresse là, c'est le mot dette. Parce qu'il faut aussi... en parler. Quand on parle d'investissement, c'est généralement le gros sujet. Je vais parler pour ma part. Moi, c'est une des choses qui m'a toujours freiné, notamment, c'est vraiment tout ce qui est emprunt bancaire. J'aime pas la sensation d'avoir des dettes. J'ai toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, tu as pris un crédit immobilier. J'ai pris un crédit immobilier et avant de me mettre à plein temps dans Africrea à Anka, j'ai pris un crédit conso aussi. Donc, pour financer l'entreprise. D'accord. Mais maintenant, c'est la chose vraiment que je recommanderais surtout pas. Je me fais peur. L'expérience, oui, voilà. Ah oui. En fait, il faut que les gens comprennent, ma position actuelle vient de mon vécu. Oui. Et la dette, les gens l'oublient, mais c'est un poids pour ton futur. Ah oui, non, complètement. Surtout lorsque tu es en position de prendre des risques. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai emprunté de l'argent. J'ai pris un prêt auto. J'ai dit que j'allais acheter une voiture et au final, je l'ai mis dans le business. Et en plus, lorsqu'on se lance dans le business, les revenus plombent, on redevient pauvre. Et je pense que j'avais pas anticipé à quel point ça allait être. Donc, et là où c'est problématique, c'est que même quand les revenus commencent à remonter, ça repart dans le remboursement de la dette. C'est ça. Donc, moi, je suis vraiment pour les prises de risques maintenant prudentes, mesurées. C'est-à-dire, pour pouvoir prendre des gros risques, il faut s'alléger l'esprit. Et c'est très difficile de prendre des risques. Lorsqu'on a des dettes en tête, une famille où on ne sait pas comment on va payer le loyer, c'est encore plus compliqué. Mais j'ai déjà vécu une expérience un peu similaire à Londres. Arriver et avoir plus d'économie, je comprends, donc bravo. Ouais, bravo à elle. Stéphane ou Méliane sur... La question de la dette? Non, moi j'allais surtout dire, par rapport à ce que Kadri vient de dire, en fait je veux dire, moi je comprends justement, j'ai aussi une grosse peur par rapport à tout ce qui est dette, etc. Tu dis que tu ne recommandes pas de faire un emprunt bancaire, mais alors tu recommandes quoi? Comment on prend des risques finalement? Puisqu'on est censé revenir sur l'épargne, encore une fois. Voilà, tout revient sur l'épargne. Mais donc ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, je veux dire que le salarié lambda, il fait comment? À quel moment il réussit à construire une épargne suffisamment conséquente et sécurisée pour ensuite, maintenant, dire qu'il va commencer à construire quelque chose un fonds, un patrimoine pour pouvoir maintenant investir? À quel moment on investit au final? Je pense qu'il y a 2 réalités auxquelles il faut faire face.
La première, c'est de vivre en dessous de ses moyens, de voir ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire, commencer à construire son épargne petit à petit, hein, comme Stéphane a dit. Et l'autre réalité qui est cruciale, c'est un moment de, peut-être en fonction de sa situation, d'être clair avec ses ambitions et ses rêves. On vit pas tous sur Insta. Si tu as un petit salaire, tu vas pas, tes ambitions d'avoir une maison à 30 ans, peut-être il va falloir les revoir. Peut-être que aussi il y a une inflation une grosse inflation des ambitions. Avant, les parents construisaient leur maison, la terminaient à 50 ans, 55 ans. Maintenant, à 30 ans, dès qu'on est marié, on met un genou à terre, on présente la bague, on veut tout de suite la villa. maison, la voiture. Voilà. Donc je pense qu'il y a déjà cette inflation qu'il faut un peu régler. C'est vrai. Et le reste, c'est l'épargne. Mais en tout cas, de mon expérience, le crédit, c'est vraiment hypothéquer ton futur. Waouh. Parce que c'est fort. J'attends de voir la vie de Stéphane. J'ai mis énormément de temps à rembourser mes crédits. Et depuis que je n'ai plus de crédit, c'est tellement plus facile d'épargner. En fait, c'est le jour et la nuit. C'est ma capacité d'épargne a vraiment augmenté quand j'ai arrêté les crédits. Du coup, maintenant, je recommande les conseils de la Bible ou du Coran. Je dis, ils savaient quelque chose, ils ont quand même plus d'expérience. Il y a des choses. Stéphane, rapidement là-dessus. Non, en fait, je n'ai pas un avis très tranché sur la question parce que je n'ai jamais pris de crédit. Voilà, je n'ai jamais pris de crédit. Tu t'es jamais endetté même pour un projet lié à l'épargne, hein, lié à l'immobilier? Pas du tout. En autofinancement Tout. D'accord. Parce que... du coup, qu'est-ce que tu réponds quelque part à ce qu'elle disait sur comment on fait Non, je ne suis pas contre le crédit. C'est ça mon point. Et c'est pour ça que j'ai un avis un peu nuancé. J'ai évolué avec le sentiment que tu as d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, le crédit et tout. Ma première vraie expérience sur le crédit, c'est une expérience sur le crédit immobilier. Quand je voulais avoir une maison, un logement, je n'avais pas les ressources. Je suis allé je suis allé à la banque m'informer du coût du crédit et je me retrouvais quasiment à payer le double en intérêt sur 15 ans. Oui, non, les taux sont incroyables. Voilà, mais ça, c'est notre environnement. Les taux étaient élevés. On était en 2010 quand je demandais Tu penses qu'ils sont un peu moins en ce moment? Oui, ils sont plus intéressants? moins parce que je pense que j'étais vers les 12-13%. Je pense qu'on peut qu'aujourd'hui, à 7-8, on a du crédit, mais ça reste quand même très gros en termes de taux d'intérêt. Maintenant, oui, je me suis serré la ceinture pendant quelques années, 7-8 ans, pour pouvoir faire mon propre crédit immobilier dans mes propres ressources. J'ai avancé comme ça. Mais si aujourd'hui, j'ai un autre projet immobilier, je ne vais pas vivre dans mes ressources. Parce que autant le premier projet immobilier était un projet immobilier qui était pour ma vie, donc il n'y avait aucun intérêt à être endetté beaucoup trop longtemps. Si j'ai un autre projet immobilier, ça veut dire qu'il y a un des deux qui va être rentable. D'accord. Soit le nouveau, soit l'ancien. Si je veux construire une nouvelle maison, je vais construire cette nouvelle maison, mais l'ancienne va passer en location. D'accord. Okay? Donc, je pourrais prendre un crédit pour construire la nouvelle maison. Parce que tu as déjà le premier bien. Voilà, et le premier bien, considérer que les ressources du premier bien, si je le mets en location, vont payer le crédit. Et donc, je ne vais pas mettre en danger ma vie actuelle. En fait, c'est ça mon rapport au crédit et à la dette. De se dire, OK, c'est 8%, ça va être sur 10-15 ans. Est-ce que ce projet, sur 10-15 ans, va me rapporter plus que les 8%, 9, 10, 15%? Donc oui, à la fin de la journée, c'est rentable. Et si je le fais pour l'immobilier, cette rentabilité ne va pas être pour moi, ça va être pour mes enfants. D'accord. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'autres éléments de calcul. Maintenant, est-ce que dans l'immédiat, je vais prendre un crédit pour tout ce qui n'est pas rentable? Vraiment, non. Je ne vais pas prendre de crédit pour acheter une voiture, sauf si c'est 2-3%
de taux d'intérêt. Mais je ne vais pas prendre 10% de taux d'intérêt pour acheter un bien qui se dégrade. Ouais. C'est là où maintenant, je vais me dire, est-ce que j'ai besoin d'acheter une nouvelle voiture? Est-ce que, peut-être que j'ai 4 millions, je vais aller avoir la voiture de 4 millions qui rentre dans l'argent que j'ai, mais je ne vais pas aller chercher une voiture de 20 millions qui va valoir 8 dans 3 ans. Ouais. Et pour laquelle je vais payer 10-15% de taux d'intérêt. Mais présenté comme ça, c'est... Voilà, mais si c'est 2-3% et que j'ai des mensualités et que ça tient dans mon revenu, oui, on peut y aller. Pour parler rentabilité, alors, est-ce que, par exemple, tu pourrais prendre une voiture, alors, prendre un prêt pour acheter une voiture que tu mettrais, par exemple, que tu utiliserais pour des VTC, etc. Oui, je pourrais si, comme j'ai dit, en termes de calcul de rentabilité, le coût que j'investis dans la voiture est inférieur au coût supposé que je récupérais dans l'exploitation du bien. En fait, pour tout ce qui est investissement, entreprise et tout, je ferai du crédit parce que j'ai de la rentabilité. Et à la fin de la journée, c'est comme ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Si la rentabilité est supérieure au coût de l'endettement, ça vaut le coup. Et tu n'affectes pas ta ressource actuelle, tu travailles avec l'argent des autres, tu fais de l'argent avec l'argent des autres et ton propre argent peut servir à autre chose. Donc enfin, ceux qui font la bourse vont te dire l'effet de levier. Tu mets 10 francs, tu fais un effet de levier de 5, ça te rapporte, mais tu as juste dépensé 10 francs en vrai. Ok. D'accord. Justement, j'allais me tourner vers toi, Colombe, hein, pour qu'on ait un peu, pareil, ton regard d'experte. Beaucoup de choses qui ont été mentionnées justement par Stéphane font partie de ce à quoi on pense quand on veut. On a décidé d'épargner, on a pris un peu tous les conseils sur la discipline, etc., connaître son profil aussi, très important. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots aujourd'hui, si on a un revenu stable à peu près, quelles sont les différentes, notamment ici en Afrique de l'Ouest ou en Afrique subsaharienne, quelles sont les différentes possibilités à la fois d'investissement qui sont plus ou moins stables, rentables, etc. On parle beaucoup d'immobilier, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'autres choses. Il y a tout ce qu'il y a comme investissement à la bourse. Quand on parle d'investir à la bourse, il y aura deux manières. Soit on va vers des SGO, des sociétés de gestion d'OPCVM, où là-bas, on peut acheter des fonds, investir dans des fonds communs de placement. Là, c'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas le temps pour pouvoir investir en bourse, qui vont partir vers des spécialistes. Des sociétés qui ont des spécialistes en interne pour pouvoir investir pour eux en bourse, en fait. Pose là-dessus, dans les grandes lignes, pour ceux qui n'y connaissent rien, comment ça se passe ? J'ai de l'épargne. Je pars voir cette SGO, je dis, OK, voilà, j'aimerais bien que vous puissiez investir en bourse pour moi. Comment ça se passe après ? Est-ce qu'ils vous consultent avant Ils vont demander à la personne quand même son profil investisseur. Parce que dans les SGO, ils créent les différents fonds en fonction des profils. C'est-à-dire que là, les gens vont investir sur des actions, des obligations. Pour des personnes qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, ça va être sur des produits où il y aura actions et obligations. C'est comme s'il y a différentes assiettes où on peut mettre de l'argent en fonction de son aversion au risque, en fait. Donc, ils vont forcément poser la question et en fonction de la réponse, ils vont vous recommander de partir sur un produit qui sera un peu plus précis. D'accord, très bien. Et bien évidemment, comment eux, ils se rémunèrent, ils prennent une commission ? Il y a des frais, oui. D'accord, très bien. Donc, on a ce produit-là, du coup, boursier. Oui, pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les connaissances pour aller en bourse. D'accord. Est-ce qu'il y a un ticket minimum ? 5 000 francs aujourd'hui, c'est accessible. 5 000 francs minimum, oui, c'est-à-dire que si j'ai à partir de 15-20 000 francs, je peux aller voir cette SGO et dire, voilà mon capital, essayez de... Faites ça fructifier, grosso modo. Il y a même des fintechs qui ont des applications. Donc, on n'est plus obligé de partir aujourd'hui, de prendre le transport, d'aller s'asseoir dans une agence pour pouvoir le faire. De chez nous, on a la possibilité de pouvoir placer notre argent. Mais c'est quand même mieux de le faire avec un conseiller, non ? Si on ne s'y connaît pas. Mais en interne, dans les différents SGO, ils n'ont pas de conseillers personnalisés qui vont aider la personne dans le quotidien. Ils vont vous mettre sur le produit, c'est vous qui allez déposer chaque mois. Par exemple, donc, il faut quand même avoir une petite connaissance. C'est à ce niveau-là que nous, par exemple, Smart Unique, quand on arrive, on va aider la personne à avoir une stratégie d'épargne et d'investissement, en fait. D'accord. C'est ça, histoire d'avoir vraiment un plan. Parce que les gens, ils vont déposer une fois, one shot, et après, il n'y a plus rien. En temps, il s'agit là de pouvoir aller dans le temps, déposer de petits montants pour pouvoir avoir un gros montant par la suite pour pouvoir avancer, en fait. D'accord. OK, très bien. Donc, je note ça. Donc, SGO. Le boursier. Toujours SGO, dans la bourse, il y a SGI. SGI, c'est Société de gestion d'intermédiation. D'accord.
où là, on va nous-mêmes pouvoir investir directement en bourse. C'est-à-dire qu'on a du cash qu'on va transformer en titre. D'accord. Donc là, on ouvre un compte titre, tout simplement, au lieu d'ouvrir un compte bancaire. Et quels sont les types d'actions dans lesquelles on peut investir? Des actions d'entreprise, en fait. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de la pub, mais c'est vraiment des grandes actions d'entreprise. C'est la même chose de l'autre côté avec le LCP. C'est toujours des actions d'entreprise, mais jusque-là, ils ont déjà fait créer les différents fonds. Mais là, c'est nous-mêmes qui partons choisir les différents fonds. Donc, si on n'a pas les connaissances, on n'a pas le temps pour suivre l'actualité et autres, il y a de fortes chances qu'on perde notre argent aussi. Tu parles de suivre l'actualité, ça veut dire avant d'aller investir, se documenter sur les entreprises en question et voir quoi, si elles sont rentables, si elles sont dans une bonne, on va dire un bon moment où il faut investir. Oui. C'est l'actualité générale même de l'institution financière, de l'institution, pardon, parce qu'il peut y avoir juste une information comme le PDG change, l'entreprise change de PDG et puis ça peut faire fluctuer le prix de l'action ou il y a un buzz sur les réseaux sociaux. On a vu ça avec une des grandes sociétés de la place. Pendant un certain temps sur les réseaux sociaux, les gens avaient boycotté l'entreprise en question. Ça avait agi justement sur les cours de l'action. D'accord, ok. Donc, quand on investit en bourse, il faut quand même se documenter un minimum. Comme dans tout investissement, pour y aller. D'accord, très bien. Et en dehors du boursier? En dehors de ça, il y aura toujours sur le boursier, il y aura aussi des obligations d'État ou Rapidement, c'est quoi une obligation d'État? Une obligation, c'est une part. C'est-à-dire, pour schématiser, l'État vient et dit on a besoin d'argent pour financer tel projet. Voilà. Et dit quoi, du coup, n'importe qui peut investir à partir d'un certain montant, il va donner une certaine rentabilité de l'action ou de la part. Et puis les gens vont investir, ce qui veut dire qu'en fin d'année, ils auront la rentabilité en fonction du taux qu'ils ont proposé. Est-ce que c'est fiable, ça? Est-ce que quand l'État dit on a besoin de tel montant, vous allez avoir un retour sur investissement de plus, je sais pas, 3% ou 2%, est-ce qu'en général, ils s'y tiennent? Ils s'y tiennent. Je prends même un exemple ici, le Trésor public. Là, on va dire c'est un établissement public. Même durant les périodes de crise qu'on a connues, ils ont toujours payé les différents intérêts, en fait. Et donc ça, en général, les obligations dont tu parles, c'est pour quel type d'investisseurs? C'est pour tout le monde, mais c'est juste qu'il faut regarder le montant minimum d'investissement. Aujourd'hui, à ce niveau-là, ils tournent toujours autour de 10 000 francs. 10 000 francs minimum? 10 000 francs minimum, donc c'est quand même accessible. D'accord, mais du coup, j'ai envie de dire, si c'est 10 000 francs minimum, il faut déposer combien pour espérer quand même avoir un retour conséquent, ou en tout cas intéressant? À 3%, ou c'est généralement autour de ça, non? Non, ça va jusqu'à 7%. Ça va jusqu'à 7%? Oui, ça va jusqu'à 7%. En fonction des différents pays, des différents produits qui sont proposés. Je sais qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est possible d'aller jusqu'à 8,25. D'accord, ok, très bien. Et mais la rentabilité conséquente, ça dépendra du montant qu'on dépose. Pour moi, il ne faut pas partir sur le fait que mes amis ont déposé, ils ont pu avoir 10 millions, donc je veux avoir 10 millions. Tu auras en fonction de ce que tu as aujourd'hui. C'est à ce niveau aussi qu'il faut accepter d'avoir des rentabilités en fonction de ce qu'on a. Et sur la périodicité, comment ça se passe? On vous dit à quel moment est-ce que vous pourrez avoir les retours? Comment ça se passe? Généralement, ce sont des placements qui sont sur 3 ans. D'accord. Souvent 5 ans, souvent 7 ans. En Côte d'Ivoire, ici, on a des obligations qui sont sur 3, 6, 9, 12 mois. Donc, il ne faut pas attendre un retour forcément hyper immédiat. Il faut s'informer sur le produit pour savoir c'est quoi l'horizon d'investissement. Quand je parle de l'horizon d'investissement, mon argent est bloqué chez eux pendant combien de temps? Ok. D'accord, très bien. Et en fonction de cela, on met en place la stratégie et on se dit, OK, je suis en train d'économiser, je récupère mon argent dans 5 ans. Alors, on a parlé beaucoup du boursier, mais il y a d'autres choses si on veut ça va être des activités du quotidien, devenir entrepreneur par exemple, ou peut-être investir dans des activités de nos proches ou autres. L'agriculture. Avec ce que ça représente, parce que il y a énormément de risques. Il y a énormément de risques, notamment si on est dans le secteur de l'informel. On va en parler tout de suite. C'est parti pour la rubrique Mise en perspective. On vient justement de parler du secteur informel qui emploie encore énormément de gens sur le continent africain, représente aussi du coup une source de revenus
assez importante. Mais du coup, on les retrouve aussi en termes d'épargne, pas forcément du côté bancaire, apparemment. Absolument. Tu as trouvé ça dans un rapport, je crois? Absolument. Donc, on a donc, je disais, une bonne nouvelle pour les partisans de l'épargne, c'est que selon Global FinTech, plus de la moitié des adultes aujourd'hui épargnent. En Afrique. Seulement en Afrique subsaharienne. Seulement, ces épargnants, relativement peu, épargnent dans les circuits classiques bancaires. Et donc, on a encore une forte méfiance institutionnelle, on va dire. Alors, on a l'épargne informelle contre l'épargne formelle. Et donc, selon ce rapport de Global FinTech, on a 35% des épargnants qui préfèrent garder leur argent chez eux, à la maison, sous le lit, sous le matelas, tranquillement, leur argent est avec eux. Voilà. On a 30%. C'est pas sûr qu'il soit sécurisé parce qu'il est sous le lit, mais bon, ça c'est un autre sujet. On a 30% donc qui optent donc pour l'épargne communautaire, et donc tout ce qui est tontine, etc. Et on a 15% donc qui se dirigent vers la banque traditionnelle, contre 20% qui préfèrent, on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans les témoignages, contre 20% qui préfèrent épargner sur le mobile money. Et je voulais justement intervenir rapidement là-dessus parce que je trouve que le mobile money, c'est quand même très récent, beaucoup plus récent que beaucoup de banques, mais les gens préfèrent quand même un peu plus mettre leur argent sur leur téléphone que d'aller dans une banque classique. Est-ce que c'est pas quelque part un peu parce que les banques n'ont pas été assez accessibles? D'où la méfiance institutionnelle, il y a comme une sorte d'inaccessibilité des banques, je sais pas. Il y a tout ce protocole avec la banque, souvent on se dit on sait pas. Il y a beaucoup de choses à remplir. Il y a beaucoup de choses à remplir. Oui. Et oui, c'est sûr que, surtout pour les commerçants, des personnes qui sont dans le secteur informel, ils sont pas forcément à l'aise avec le système bancaire classique. Et donc ils préfèrent effectivement se diriger vers tout ce qui est communautaire et mobile money, etc. Et puisqu'on parle d'épargne, on parle aussi d'investissement. Et j'ai quelques petites questions pour vous. Petit jeu sur le plateau. Allons-y. Petite devinette. Selon vous, quels sont les pays, on va dire top 5, des pays les plus attractifs en matière d'investissement direct étranger? En Afrique En Afrique. Moi, Non, Paola, on va pas commencer avec toi. Bon, allez, ok, je dis rien. Stéphane. Investissement étranger pour l'entreprise, je dirais en premier vraiment. Le premier qui me vient en tête, ça va être l'Égypte quand même. D'accord, pourquoi la stabilité du pays, la proximité avec l'Europe, le tourisme en fait, et l'environnement des affaires en général. Je vais penser vraiment au Maghreb, et dans le Maghreb, l'Égypte en premier. D'accord. Je vais penser, peut-être dans le top 5, je vais quand même mettre l'Afrique de l'Est avec le Kenya. Ok. Et tout. Pas loin. Ouais. Donc, top 5. voilà. C'est vraiment... Au moins, c'est deux pays-là. Très bien. Kader Je pense peut-être au Sénégal. Sénégal. Dans le top 5. Ok. D'accord, intéressant. Sénégal. Kader Je mettrais Afrique du Sud, Kenya, Rwanda. D'accord, Afrique du Sud. Afrique du Sud, je pense que c'est. Je pense qu'Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est vrai. Ouais. D'accord, très bien. On a des experts sur le plateau. Oui, non, clairement. On a des experts. On dirait qu'ils ont lu un petit peu, mais... Non, alors oui, effectivement, on a l'Égypte qui vient en premier. On a l'Égypte qui vient en premier, qui capte donc le plus d'investissements étrangers, avec un montant de 9,84 milliards de dollars. Ensuite, on a l'Afrique du Sud, qui vient avec 5,23 milliards de dollars, donc quadrille. L'Éthiopie, ensuite, 3,26 milliards de dollars. Par exemple. L'Ouganda, ensuite, avec 2,88 milliards. Et le Sénégal, en 5e position, avec 2, La Côte d'Ivoire ferme le top 10, effectivement, avec 1,75 milliards. Juste avant, on a le Nigeria et on a la Namibie, au lieu du Kenya, plutôt. C'est intéressant. Ça, c'est quelle année 2023. Exactement. Alors, je veux dire qu'il y a des noms qu'on attendait tous, Afrique du Sud, Égypte, etc. Mais c'est vrai que l'Éthiopie, on n'y pense pas. Mais on n'y pense pas, effectivement. D'accord, ok. C'est un pays une grande population quand même. Oui, de démographie. D'accord, très bien.
Écoute, merci beaucoup, Méliane, pour ces quelques chiffres, ces quelques informations. On va prendre juste un dernier petit tour avant de passer aux recommandations. Comme j'ai dit, on a parlé de produits boursiers, d'obligations, etc. J'aimerais rapidement qu'on parle d'immobilier parce que je pense que c'est quand même une des premières destinations d'investissement. En général, on a dit tout à l'heure, on épargne. Ok, mais généralement, vous demandez aux gens pourquoi ils épargnent. C'est vraiment acheter un terrain, acheter une maison, construire, etc. Je pense que ça a été ton cas, Stéphane. Déjà, comment tu expliques justement que ce soit la première chose auquel les gens pensent? Est-ce que c'est parce que les dépenses immobilières sur la durée finalement représentent énormément et que ça nous permet d'alléger nos charges? Est-ce que c'est parce que c'est sûr comme produit d'investissement? Comment tu expliques ça? Enfin, ma première explication va être très culturelle en fait, parce que on associe l'immobilier à une forme de réussite sociale. D'accord. Parce qu'on va te dire, est-ce que tu as construit au village? Voilà, donc tu as grandi à un endroit dans le pays, tu es venu à Abidjan, tu as fait quelque chose. Est-ce que tu as construit au village est un signe de réussite sociale. Okay? Maintenant, il y a ce que ça représente aussi, parce que il y a des prises de valeur qui sont quand même importantes avec l'immobilier ou dans la pierre ou dans un terrain. Donc, le terrain, là où j'habite, c'est derrière le centre comme Abata et tout. Il y a 15 ans, ça ressemblait absolument à rien. Aujourd'hui, on a des petits ponts et tout. Et donc, littéralement, mon investissement immobilier dans ces 12-13 ans a pris 5 fois la valeur de mon investissement. Mais il faut avoir quand même le nez creux et être très... Alors, c'est pas, je ne vais pas mentir sur mon nez, il n'a pas été creux à l'instant. Je cherchais juste un endroit où dormir. Mais ce n'était pas l'endroit qui était le plus loin de la ville à l'époque. Mais ce que ça représente, c'est dès qu'il y a un peu de développement, dès qu'il y a une route, et le président Oufoué le disait souvent, la route précède le développement. Quand il y a une route, il y a une prise de valeur, il y a des commerces, il y a plein de choses qui se créent. Et mais justement, le problème, c'est que quand tu achètes le terrain à ce moment-là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Non, il y a une route qui va à Pingerville. Voilà, c'est la seule... Donc c'est ce que je dis, comment tu as quand même dû aussi... ce que j'ai eu était à 750 mètres de la route, c'était pas trop mal. D'accord. Voilà, 750 mètres, tu te dis, je peux me battre avec le truc. Avant, ça prenait 12 minutes de lutter avec les 750 mètres, parce que quand il pleuvait, c'était une catastrophe. Maintenant, ça prend 2 minutes. Mais le temps a été divisé par 5, l'investissement a été multiplié par 5. Donc, pour revenir aux choses, c'est ça aussi qui va prendre aussi beaucoup de valeur, mais c'est beaucoup de valeur sur la durée. Donc, tu vas souffrir pendant une période et après, c'est un revenu qui revolve, mais vraiment tout seul. Parce que tu fais plus d'efforts. Si tu as un bien immobilier, tu as investi pendant un moment. Si tu as sans vouloir te couper, du coup, si tu es dans cette logique-là, on parle de quelqu'un dont c'est le premier investissement immobilier. Est-ce que, parce que c'est une question qui revient beaucoup, est-ce qu'on investit parce qu'on veut habiter dans la maison, donc du coup ne plus avoir à payer de loyer à quelqu'un, ou est-ce qu'on investit comme un investissement, du coup, c'est-à-dire qu'on continue mais peut-être à louer, mais on achète la maison en espérant que l'argent qui rentre tourne, rembourse peut-être même les mensualités. Il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui vont vous dire ne t'endette pas, pour ton propre bien immobilier, souffre avec tes propres ressources, parce que lui, il va servir sur la durée à être ta garantie pour faire de l'investissement immobilier commercial. Okay? Donc, dans mon cas, je ne l'ai pas imaginé comme un investissement que je faisais pour avoir de l'argent. Je l'ai imaginé comme un investissement qui m'empêchait de payer un loyer. D'accord. Donc, ma manière de fonctionner là-dessus, c'est ce que j'aurais dépensé en loyer, je vais l'investir directement dans ce projet jusqu'à ce que
j'ai couvert les charges et que finalement, je n'ai jamais de loyer à payer. D'accord. Maintenant, sur la durée, effectivement, ça te permet d'avoir d'autres acquisitions. Donc, c'est un revenu qui est sûr. Il n'est pas immédiat, mais il est sûr. C'est ce que ça représente, en fait, l'immobilier. Okay. Sur les 10 premières années, tu penses que même si tu le mets en location, tu penses que tu gagnes de l'argent, mais tu n'en gagnes pas vraiment. Parce que tu es en train de couvrir toutes tes charges. Mais après les 10 ans, si tu as, comment on dit, la cardio ou le cardio. Si tu as le cardio, après les 10 ans, ça devient quelque chose de vraiment rentable, en fait. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Justement, un peu là-dessus, très rapidement, en termes de conseils, là je parle à la spécialiste en gestion personnelle. Est-ce que les gens qui utilisent Smartfin, etc., est-ce que l'immobilier, ça fait partie des sujets que vous poussez que l'application pousse auprès des utilisateurs? Oui, c'est un sujet qu'on pousse auprès de l'utilisateur, mais c'est surtout qu'on essaie de faire comprendre aux gens que l'immobilier, c'est un investissement sur du long terme. Comme il vient de dire. Voilà, c'est pas pour du court terme. Et quand on veut partir sur... Je veux revenir sur la question que tu avais posée tout à l'heure. Mon premier logement, est-ce que c'est location ou est-ce que je prends pour y vivre? C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, mais pour moi, il faut que ça reste personnel. C'est en fonction du revenu actuel. Okay. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes qui vivent dans Cocody qui payent un loyer de 600 000 francs, qui ont la possibilité de prendre un crédit pour acheter leur maison. Et là-bas, la valeur locative de l'appartement ou de la maison est à 300 000, 400 000 francs. On ne se pose pas de questions. On va vivre dans notre maison et on met... et au lieu de payer 500 000 francs par mois à quelqu'un, c'est mieux de venir vivre dans sa maison. Mais je prends le cas inverse où la personne paye un loyer de 200 000 francs. Et puis, a une valeur locative de sa maison. Elle achète la maison, elle prend un crédit, elle achète la maison a une valeur locative, disons, de 600 000 francs. À ce moment-là, on peut se dire, non, je reste dans mon... je continue de louer. Bien sûr. Donc, cette question-là, il faut vraiment regarder sa situation personnelle. Pour pouvoir faire... C'est vraiment de la planification qu'on fait, en fait. On regarde sa situation actuelle, on regarde l'investissement, on essaie de planifier, et puis on regarde la rentabilité, on regarde en termes de trésorerie ce que ça me fait ou ce que ça me donne, et je prends une décision. C'est pas les conversations où tout le monde, on va sur un plan parce que l'autre l'a dit, donc on dit c'est bon, c'est... Donc, il faut vraiment, encore une fois, être très conscient, de son profil en termes d'investissement. Et on va justement en parler avec quelques recommandations qu'on a pour vous. C'est parti pour la dernière rubrique, recommandations. Alors, on va conclure, comme vous le savez, l'émission avec des éléments pour que vous alliez plus loin. On a déjà eu beaucoup d'informations ici sur le plateau. La première recommandation, vous le savez, on adore la lecture chez Open, donc forcément, on va commencer avec un livre. Il s'agit du livre intitulé « Investir en Afrique pour gagner l'entreprise africaine et la mondialisation ». Alors, c'est un livre d'Eliot Anani Siti qui démontre, à travers quelques exemples assez concrets, que l'Afrique, selon lui en tout cas, offre l'un des plus hauts taux de rentabilité au monde. Probablement aussi avec des risques qui vont avec, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc l'auteur est togolais, c'est un spécialiste de l'investissement justement entrepreneurial. Et donc ce livre met vraiment en lumière les opportunités qu'il y a sur le continent, parce qu'il y en a beaucoup, il faut chercher, mais il y en a, et qui attire aussi déjà des entreprises mondiales. Donc si elles les attirent, pourquoi pas nous qui sommes déjà ici. Donc voilà, c'est vraiment une invitation, en tout cas c'est comme ça que le livre est présenté, une invitation lucide à croire au potentiel africain. Donc voilà, n'hésitez pas à le trouver, vous pouvez notamment l'avoir en ligne sur des sites comme Amazon. Notre deuxième recommandation, alors on n'est pas du tout dans du livre, encore que c'est un livre mais qui est devenu une série. Et là, on va s'adresser un peu plus aux femmes. C'est un livre qui s'appelle The Smart Money Woman, An African Girl's Journey to Financial Freedom. Alors, c'est un livre signé Arese Ugwu, qui est une auteure nigériane. Donc, c'est un livre qui est sorti aux alentours des années 2020, qui a eu un plutôt beau succès et qui s'adressait, aux femmes via une histoire un peu romancée, mais vraiment le livre est rempli de conseils. Donc le personnage principal s'appelle Zouri, et en fait dans chaque chapitre et chaque partie du livre, vous avez des leçons très concrètes sur comment gérer son argent. Parfois c'est Zouri, parfois c'est certaines de ses copines, etc., qui ont par exemple certaines qui sont un peu dépensières, comme disait Kader, et justement à la fin du livre, donc vous avez de la romance, vous avez un roman, mais derrière vous avez aussi beaucoup de leçons et d'éducation financière. Et justement, suite au succès de ce livre, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est devenu une série
que vous allez retrouver, si vous ne l'avez pas déjà regardé, sur Netflix. Alors, je crois que vous n'avez qu'une seule saison pour l'instant, mais c'est une série qui a plutôt bien marché avec des visages de Nollywood féminins que vous connaissez probablement. Et donc, vous retrouvez Zuri, mais aussi sa bande de copines. Et chacune d'entre elles a un profil, justement, très particulier par rapport à l'argent. Il y a la dépensière, il y a l'économe, il y a celle qui devient riche du jour au lendemain. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette série qui a, du coup, le même titre que le livre, The Smart Money Woman. Notre dernière recommandation, c'est un article que vous pourrez trouver en ligne. Alors, on a beaucoup parlé d'épargne sur le plateau. Donc, le titre de cet article, c'est « Mieux canaliser l'épargne des Africains ». Donc, c'est sur le site magazinedelafrique.com. Et donc, sur ce site, en fait, l'article parle un peu on va dire d'un certain paradoxe qu'il y a en Afrique, qui est qu'on a apparemment 165 milliards de dollars disponibles localement, mais que les États et parfois même les entreprises ont du mal à capter. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, finalement, les États africains n'ont pas toujours besoin d'aller emprunter sur les marchés internationaux, etc., qu'il y a quand même une part de l'épargne en Afrique qui peut être mobilisée. On parlait d'obligations notamment tout à l'heure, mais les États ont encore du mal. Pour beaucoup de raisons. Et justement, voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Et j'ai d'ailleurs trouvé assez intéressant dans cet article qu'ils évoquent notamment les crypto-monnaies. On n'en a pas parlé parce que bon, c'est peut-être pas encore aussi développé que ça l'est ailleurs, mais ça commence notamment dans des pays, je crois, comme le Nigeria, qui apparemment, à lui tout seul, représente une grosse partie des investissements en crypto-monnaie depuis l'Afrique. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver cet article, il est très intéressant, vous le trouverez en intégralité en ligne. Voilà, c'était les 3 recommandations qu'on avait pour cette émission. On vous a donné des pistes. Alors très rapidement, je vais commencer d'abord par remercier nos différents intervenants. On va commencer par Stéphane rapidement. On retrouve où le défi épargne ? On retrouve le défi épargne en ligne, défiépargne.ci. D'accord, défiépargne.ci. C'est payant, c'est... Il y a des programmes payants, il y a des programmes gratuits, mais en grande partie, il est gratuit. On va dire à 87,8%. D'accord, c'est précis. Comme ça, on va retenir un chiffre. Exactement, très bien. Alors pour Smartfin, même chose, on retrouve en ligne, c'est gratuit, c'est payant. C'est une application qui est disponible sur Android et iOS, donc ils peuvent télécharger. Le nom c'est Smartfin App. Smartfin App. Voilà. Très bien. On retrouve tout dedans, les conseils, les recommandations, etc. Il y a de petits conseils quand même, mais pour des conseils personnalisés, c'est vraiment... après l'application, on peut demander à échanger avec un conseiller. D'accord, très bien. Ok, très bien. Donc, vous n'avez pas de raison de pas justement définir votre profil. C'est gratuit, c'est payant? L'application, le premier mois est gratuit. D'accord. Et après, en fonction des fonctionnalités, il faut passer premium. D'accord, okay. Très bien. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça. Et enfin, j'ai envie de dire avec Kader... Pour les entrepreneurs Anka pour Africa, et pour les personnes qui souhaitent dépenser des produits de qualité africains, Anka.marketplace. Très bien. Très bien. En fait, vous faites en même temps, vous aidez d'un côté les gens à faire de l'argent et aussi à en dépenser. Voilà, on essaie de faire circuler. Faire circuler l'argent. Allez-y, achetez. Ça va agrandir mon épargne. Au moins, il est clair et honnête. On apprécie. Merci beaucoup, Kader. Merci beaucoup, Méliane. Merci, Paola. C'était super. Très, très. En tout cas, j'ai beaucoup appris, personnellement. Ouais, moi aussi. En tout cas, éduquons-nous financièrement. Je pense que ça va nous aider. Très important. Mais on espère d'ailleurs que vous aussi, vous aurez appris. Là, on vous a donné, je pense, quand même quelques outils de départ pour savoir comment mieux se discipliner. Surtout, je pense que c'est vraiment le mot-clé de cette émission. Merci encore à nos invités. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, quelle a été votre expérience à vous avec ou l'épargne ou l'investissement ou les deux, puisque je pense que quelque part, c'est un peu le mot de fin. Il faut un peu faire des deux, en fait. Il n'y a pas à choisir. Autant commencer par l'épargne d'abord, si on suit ce qui a été dit. Sécurité, fonds d'urgence et ensuite, quand même, réfléchir à investir. Voilà. Donc, on espère que ces conseils pourront vous aider. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci.